Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Nicolas Mayotte, qui a été athlète mais aussi et surtout entraîneur sur 3 pôles différents. N'ayant eu que des bons retours à son sujet, j'étais curieux d'en savoir plus sur son parcours et sur sa vision de l'entraînement. Je tiens à le dire, je me suis vraiment régalé. J'espère donc qu'il en sera de même pour vous. Je vous laisse maintenant découvrir Nicolas et ses secrets. Salut Nico, comment ça va aujourd'hui ? Eh ben, ça va très bien. Après les fêtes de fin d'année passées en famille, ça peut que aller bien. Est-ce que tu as trop mangé comme tout le monde ? Trop mangé, bien bu, en tout cas du bon vin, voilà, comme tout le monde, comme des bons Français, quoi. Bon Nico, ça fait un petit moment que je te cours après, ça fait quelques mois, pour ne pas dire peut-être un peu plus. Donc je suis bien content de t'avoir sur le podcast. Et comme tu le sais, j'aime bien revenir un petit peu sur les débuts en kayak. Toi, comment t'as commencé ? Donc moi, mon parcours, il est un peu atypique, hein. J'ai commencé le kayak presque par dépit. En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui s'intéressaient au sport. Donc, j'ai développé une culture sportive plutôt multidisciplinaire. Je faisais du vélo, de la natation avec mes grands-parents, du tennis, voilà. Et également du foot en club. Et à l'âge de 16 ans, le médecin m'a dit, ben voilà, en fait, le sport pour toi, c'est fini. En tout cas, t'as grandi un peu trop vite. T'as les genoux qui coincent, en tout cas des problèmes de ménisque. Donc, en fait, il va falloir que t'arrêtes le sport. Enfin, alors moi, arrêter le sport, quand même, depuis tout petit, je fais du sport. Et là, pour moi, c'était pas possible. Donc, en fait, je me suis dit, il faut que je trouve une discipline, en tout cas une activité où on sert moins des jambes ou pas des jambes. Et donc, j'en suis arrivé au club de kayak, à faire du kayak, à l'âge voilà, de 16-17 ans. Ok, t'as commencé hyper tard alors. Voilà, j'ai commencé hyper tard, ouais. Je ne faisais pas de bateau avant. Je faisais que d'autres sports, mais pas de bateau du tout. Et alors, comment ça s'est passé ces débuts ? Donc, ces débuts durs, hein, quand même, durs. Au début, je faisais un peu de rivière, en tout cas dans des bateaux plastiques de la rivière, parce que j'étais de Dijon, en tout cas du club vers Dijon, et ils organisaient toujours des sorties dans le Morvan, sur la Cure, sur le Chalot. Donc, j'allais descendre voilà, les rivières avec eux. Et après, quand même, il y avait un athlète qui était au pôle. Donc, moi, j'étais en tout cas au club. J'étais au club du CNDB. Donc, sur Dijon, il y avait 2 clubs. Il y avait la SPTT Dijon et le CNDB. Et donc, moi, quand je suis arrivé au CNDB, pas mal de sportifs étaient partis à la SPTT. Et il restait plus que des personnes qui pratiquaient le loisir, mais aussi une personne, Johan Anton, qui faisait de la course en ligne. C'était un séiste. Qui était en équipe junior et donc il s'entraînait pour atteindre l'équipe moins de 23. Voilà, il était très fort. Et donc je le voyais s'entraîner et je lui dis mais moi j'ai l'impression que c'est ça que je veux faire.
Il s'entraînait comme un fou. Et donc, je me suis dit, allez, je vais faire ça. Donc, j'ai commencé dans les CAPS, voilà, des bateaux stables. Et je me suis entraîné comme un fou pendant 2 ans. C'est-à-dire comme un fou, là, t'avais l'objectif de faire comme lui du canoë? Ouais, ouais. Non, je faisais du kayak. En tout cas, moi, c'était en kayak. Lui, il était en canoë. Moi, c'était du kayak, mon objectif, en tout cas. Le canoë, pour moi, je trouvais ça hyper. J'en ai fait. En tout cas, au début, avec lui et tout. Ouais, je faisais que de tomber à l'eau. Je me suis dit, bon, ça, je crois que quand même, c'est pas fait pour moi. Euh, je vais m'asseoir dans un kayak et ça sera mieux. Donc, en fait, voilà, j'ai commencé en CAPS. Hop, et puis, je me suis entraîné presque autant que lui. Et en fait, autant que lui, que ça soit en course à pied, en musculation que j'en avais jamais fait, et en bateau. Voilà. Et j'ai pris du plaisir à faire ça. Il me poussait. Lui, ça lui convenait bien parce que je progressais vite et donc je pouvais m'entraîner avec lui de plus en plus. Donc voilà comment je me suis mis au bateau. Mais là, tu parlais tout à l'heure de problèmes de genoux, mais là, tu parles de course à pied, donc tes problèmes de genoux, en fait, ont disparu? Bah là, en fait, quand je courais pas beaucoup, en tout cas, je courais un petit peu, je faisais plus de la muscule et du bateau. Mais en tout cas, oui, je faisais un petit peu de footing parce que je pouvais pas m'arrêter du jour au lendemain. Voilà. En tout cas, mais pour revenir à mes problèmes de genoux, oui, ils sont estompés de plus en plus, en tout cas. Et t'avais quel gabarit quand t'as commencé le kayak? J'étais un produit. En tout cas, j'étais grand. Je fais 1m85. Mais par contre, j'étais plutôt, moi j'ai plutôt un profil aérobie, donc un grand, mince, donc j'avais jamais fait de muscu, j'étais plutôt voilà longiligne, Et, pas de muscle. comment tu faisais pour t'entraîner autant que lui, alors que toi, j'imagine, t'avais pas de scolarité adaptée, t'étais en cours classique, t'étais au lycée, quoi. Ouais, j'étais au lycée, mais quand même, lui il s'entraînait le matin de bonne heure, il s'entraînait le soir. Entre midi et deux, en fait, mon école elle était pas loin du club. Et donc, je m'entraînais, et beaucoup le week-end aussi, en tout cas beaucoup le week-end, le mercredi après-midi. Ouais, je m'entraînais beaucoup. Et donc, j'ai vraiment développé cette culture de l'entraînement. Et ça, pour moi, c'était le plus important. Ça a duré ça 2 ans. En tout cas, moi, dans ma vision, en tout cas, je n'étais pas compétiteur. Je faisais du foot en club comme ça, donc il y avait des compétitions. Mais moi, en tout cas, si j'ai plutôt une vue sur la compétition, mais en étant entraîné et pas juste faire de la compétition pour être figurant. Voilà. Donc en fait, je me suis dit, je ferai de la compète un jour que quand je serai prêt. Voilà. Donc pendant 2 ans, j'ai pas fait de compétition du tout, je me suis que entraîné. Et ben ça me parle parce qu'à chaque fois on me dit quand est-ce que tu vas faire une compétition, je me dis quand je serai bon, quand je serai bon. Ouais. Et alors comment ça s'est passé la première compète? Donc la première, en fait, pendant 2 ans, donc j'étais au CNDB et après, l'année d'après là, en tout cas, j'ai changé de club. En fait, mon club, le CNDB, a arrêté de vivre. En tout cas, le club il a coulé. Et donc en fait, je me suis dit bon bah allez, je vais aller à l'autre club. Et l'autre club, c'était un club géant. Nous là, c'était plutôt le CNDB, un club familial et tout. L'autre, c'était un club où il y avait tous les champions. En tout cas, des grands champions qui allaient aux Jeux Olympiques. Où il y avait le pôle France, il y avait le pôle espoir. En tout cas, pour moi, je voyais ça de loin. Et voilà, moi, à mon niveau, je me suis dit, voilà. Donc, j'ai commencé donc avec Frédéric Pinaton. Lui, il m'a apporté quand même pas mal de choses techniques parce que en fait, au CNDB, on n'avait pas d'entraîneur. Il y avait eu un Manteau qui s'entraînait avec moi, mais lui, c'est un séiste. Lui, il était là pour s'entraîner. Voilà, il me coachait un peu, il me conseillait, mais j'avais pas vraiment de retour technique. Alors là, dès que je suis arrivé à la SPTT, tout de suite, c'était autre chose. Là, j'ai eu des conseils techniques. J'ai commencé à m'entraîner avec quelques champions le week-end. Voilà, et quand même, j'arrivais à tenir dans leur vague. Alors, eux, ils aimaient pas trop que je sois avec eux parce que moi, j'étais un peu maladroit. En tout cas, je savais pas tenir une vague, je leur rentrais dedans. Ouais, voilà, c'était un peu compliqué. Ouais, moi, ça me faisait plaisir. Alors, je me donnais. Mais eux, des fois, quand même, ils en avaient un peu marre. Donc, voilà. Et donc, cette année-là, en fait, j'ai vraiment progressé rapidement, vite. Parce que quand même, j'avais une grosse base aérobie. Et donc, comme j'avais fait beaucoup d'activités avant,
La coordination, je l'avais. Le gainage, je l'avais. En fait, j'avais beaucoup de choses. Il y avait que la technique vraiment qui me manquait. Et là, l'année sur le club de Dijon, la première année, ben, j'ai vraiment progressé vraiment en technique. C'était ma priorité. Et donc, j'ai vite progressé. Et donc, je voyais les champions s'entraîner au pôle France, là, avec Bruno Bicocchi. Et un jour, je vais le voir, cet entraîneur-là, et je lui dis comment on fait pour rentrer au pôle. Je voyais les champions, je voulais y aller. Je dis moi, je veux y aller. Et il me dit bah là, en fait, tu fais les championnats de France, tu es sur le podium au championnat de France, et hop, l'année d'après, en septembre, tu rentres au pôle France. Ok. Donc je me suis entraîné encore comme un fou. Et donc là, donc je suis sélectionné. Donc là, à l'époque là, il y avait deux championnats de France différents. Les championnats de France N1, donc ça c'est les 18 premiers Français, et après les championnats de France N2. Donc là, je me sélectionne pour aller au championnat de France N2. Et là, mon objectif, moi, c'était de faire dans les 3 premiers. Si je faisais dans les 3 premiers là, hop, je pouvais aller au pôle France. Et hop, je fais la compète en mono, je fais 3e. Je sortais de nulle part, personne ne m'avait jamais vu. Hop, et je fais 3e. Donc voilà, mon histoire, comment je suis arrivé dans le kayak. Voilà comment je suis arrivé à commencer, en tout cas, à faire du haut niveau, entre guillemets, en tout cas, à pouvoir rentrer au Pôle France. Et en septembre 2000, voilà, j'ai intégré Pôle France de Dijon. C'est énorme, hein. Ça s'est fait hyper rapidement, quoi. Ouais, en 3 ans de temps, c'est, ouais. Et là, tu parlais justement de coordination, de gainage, tout ça. Donc aujourd'hui, bah, c'est beaucoup mis sur le devant de la scène, dans les études, tout ça. Cette multidisciplinarité qu'il faut avoir durant enfant pour justement développer plein de compétences différentes. Et toi, t'es vraiment le reflet de ça, en fait. Ouais, en tout cas, je suis le reflet de ça. En tout cas, je suis pas le seul. En tout cas, moi, ça a toujours, en tout cas, en tant qu'entraîneur, ça a été toujours, ça a toujours été un vecteur de réussite pour moi. En tout cas, de transmettre ça aux athlètes, d'être un athlète avec multifacette. Voilà. Pas juste en fait faire du bateau. Aujourd'hui, c'est faire de la muscule, c'est faire de la course à pied, c'est faire voilà du gainage, en tout cas de la coordination, de la gym. Voilà, pour moi, ça c'est des choses hyper importantes pour des jeunes à faire, quoi. Et pas tout de suite vouloir faire du spécifique, faire que du bateau. Voilà. Au niveau, en tout cas, le physique, la coordination, tout ça est important pour la technique en bateau. Comment ça se passe après quand tu rentres au Pôle France? Est-ce que tu continues de progresser à toute vitesse? Alors quand je rentre au Pôle France, là, je fais un choix parce que moi, en tout cas dans mes études, je faisais quand même, c'est atypique aussi. En tout cas, j'ai fait plutôt un bac électrotechnique, donc plutôt dans le technique. Et là, je me dis, donc je pouvais faire, en tout cas, j'étais pris pour aller faire un BTS électrotechnique. Pour moi, ma voie, elle était tracée, en tout cas depuis que j'étais rentré dans cette voie-là. Mais là, je me suis dit quand même, pour progresser, il va falloir que j'aménage du temps, plus que ce que je faisais là. Et donc, en fait, j'ai fait le choix de partir en STAPS. Donc, en fait, venant de bac électrotechnique, arrivé en STAPS, où là, il y a de la physio, en tout cas plutôt scientifique et tout. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, ça a été compliqué. En tout cas, la première année, je peux te faire 2 dessins. Voilà, moi, j'en ai fait 2 de première année. La première année, voilà, je me suis mis à niveau. Et donc, j'ai fait 2 années, en tout cas 2 premières années de STAPS. Et donc, j'ai pu justement avoir un aménagement de temps pour pouvoir m'entraîner bien plus que je m'entraînais avant. Ok, bah, avant, j'ai l'impression que tu t'entraînais déjà beaucoup. Alors, ça veut dire que t'as changé quoi, alors? Bah, je m'entraînais beaucoup. En tout cas, pour moi, de m'entraîner de 0 à, tu vois, je m'entraînais quand je pouvais m'entraîner 2 fois par jour et le week-end, je m'entraînais 3 fois. En tout cas, le week-end, 3 fois le samedi, 3 fois le dimanche. Voilà. En tout cas, c'était ça. Et après, j'ai pu m'entraîner 3 fois par jour quand, en tout cas, j'étais en STAPS. Ah ouais, putain, mais t'avais un rythme énorme, quoi, alors. Ouais, moi, je suis vraiment entraîné beaucoup. Ouais. Et comment ça se passait, j'allais dire, niveau récup, tu faisais des siestes entre les séances, parce que là, t'allais encore un peu en cours, donc, j'allais dire, tu récupérais un truc de fou, quoi. Moi, la récupération, je pense, j'étais tellement euphorique, je pense que, en tout cas, dans mes débuts, là,
euphorique dans l'entraînement. C'était tout neuf pour moi. J'étais pas usé. J'ai pu m'entraîner en tout cas beaucoup et rapidement en tout cas. Voilà, surtout. Et alors, avec ce rythme de 3 séances par semaine, est-ce que tu passes en N1, par exemple? Non, par jour. Oui, 3. Non, pardon. Ouais. Bah ouais. En tout cas, donc l'année d'après, donc en 2000, donc comme j'intègre le Pôle France, donc j'ai pu partir en stage donc avec le Pôle France, avec les meilleurs. Après, la chance que j'avais sur le Pôle France, c'était que j'avais des partenaires d'entraînement, ou en tout cas, c'était plutôt moi qui étais partenaire pour eux, mais des Philippe Aubertin, des Denis Clé, en tout cas des grands noms, en tout cas Philippe Aubertin qui a fait les Jeux Olympiques, voilà, en tout cas des grands noms. J'ai pu vite m'entraîner avec eux et ils m'ont vite pris sous leur aile. J'ai eu de la chance, en tout cas. Donc ils m'ont fait progresser rapidement. Et donc l'année 2000, oui, je cours les N1. Je me rappelle plus de ma place en N1. En tout cas, j'ai dû faire une finale ou en tout cas pas un peu loin de la finale. Je pense que j'ai fait une finale. Et donc j'ai intégré l'équipe de France moins de 23 ans. Mais c'est énorme. C'est Voilà. énorme. Ça va vite quand même. Hein. Ouais, ça va C'est hyper fou, vite. hein. C'est fou, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que en tout cas tout se goupillait bien. Tout se goupillait bien. Après, j'ai l'impression que j'avais bien tout mis en place pour que ça se passe. Et aussi, moi, j'étais avec un bon entraîneur. En tout cas, Bruno Bicocchi, moi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment, en tout cas, mis encore plus à l'étrier et m'a apporté beaucoup. Les athlètes avec qui je m'entraînais, et voilà, j'étais dans une vraie dynamique de haut niveau et qui m'a fait, en tout cas, bondir encore plus vite qu'avant. Qu'est-ce que t'as apporté Bruno, si tu devais le résumer? Ah, lui, Bruno, il m'a apporté de la rigueur dans mon travail encore plus. Lui, il m'a apporté toute cette sérénité psychologique, en tout cas, de pas être tout foufou non plus. Voilà, d'être bien. Là, tu vas à l'école, là, tu t'entraînes. Voilà, pas vouloir tout faire comme un fou et presque tout moyen. Voilà. Il m'a organisé, en tout cas, je pourrais dire, il m'a organisé mon temps et organisé voilà ma progression. Oui, là, t'es pris en équipe U23. Est-ce que tu fais des compétitions internationales? Ouais. Donc là, en fait, la chance cette année-là, c'est que, bah, la chance, en tout cas, les championnats, c'était la première année où il y avait des championnats d'Europe moins de 23 ans. Et donc, ça s'est passé en France. C'était à Boulogne-sur-Mer. Donc, en fait, il y avait cette année-là, il y avait les championnats de France aussi, équipage et puis N2, à Boulogne-sur-Mer. Donc, on a fait les France de vitesse et après, tout de suite après, on a fait les championnats d'Europe. Et donc, cette année-là, en plus, je crois que j'avais fait 1 ou 2 à la sélection, en fait, pour être en équipe moins de 23. J'étais premier ou deuxième. Et donc, j'ai couru le mono. J'ai couru le mono 1000 en moins de 23, donc au championnat d'Europe moins de 23, mono 1000. Je fais 9e. Je passe en finale et je fais dernier de la finale. J'ai fait 9e. Enfin, j'étais déjà content de courir le mono, déjà, et content d'être en finale. Et après, j'ai couru le K4 500, K4 500 mètres, et en K4 500 mètres, on a fait 4e. Voilà, la finale. Ah, quand tu écoutes ton parcours, moi je le connaissais pas, c'est vrai que je me dis, waouh, putain, c'est le rêve éveillé, quoi, limite. Et le rêve, en tout cas, oui, en tout cas, le rêve, c'est vrai que, en tout cas, je suis plutôt content et fier de mon parcours. En tout cas, voilà. Moi, et c'est ce que j'ai essayé de transmettre aussi, c'est d'avoir un objectif, en tout cas un objectif loin, en tout cas un objectif, voilà, un gros objectif. Et moi, mon objectif, c'était d'être en équipe de France, d'être voilà le meilleur. Et c'était le même objectif que j'avais en tant qu'entraîneur. Voilà. Est-ce que par la suite, tu rentres en équipe de France senior? Ouais. Donc là, en fait, j'ai fait 2000 et 2001 en équipe de France moins de 23. Et en 2020 et en 2002, je rentre en équipe senior. Je fais, en fait, moi, j'étais vraiment meilleur sur le 1000 mètres. Donc, en fait, j'ai presque toute ma carrière, je fais 4e.
J'ai fait quatrième, j'ai fait quatrième sur 1000 mètres et je faisais sixième, septième sur 500 mètres en finale. Voilà, ça a été mes places tout le temps et donc ça m'a permis de rentrer en équipe senior. Voilà. Donc en 2002, je fais les championnats du monde à Séville en K4. L'entraîneur de l'équipe de France m'a fait confiance, il m'a mis devant, en tout cas à l'avant du K4. En fait, il y avait pas mal d'athlètes donc qui avaient déjà fait les jeux, qui avaient déjà de l'expérience, et il voulait un peu de fraîcheur et de renouveau. Et il m'a fait confiance, il m'a mis à l'avant parce que j'étais un peu fougueux, parce que je réfléchissais en tout cas pas trop, voilà, j'y allais. Donc il m'a mis à l'avant, donc moi j'étais plutôt fier de ça. Derrière moi, il y avait des gens comme Philippe Aubertin, qui avait fait quatrième au jeu. Voilà, il y avait Sébastien Meyer, des gens, voilà, des grands noms en tout cas du canoë-kayak, et j'étais fier en tout cas de les emmener dans ce bateau, quoi. Et donc on a fait, on n'est pas passé en finale. On gagne la finale B. Voilà. Ah, parce que on parlait un peu en antenne, tu disais ma carrière est faite entre guillemets, donc je m'attendais à une petite carrière, mais finalement ça continue après. Donc tu vas jusqu'où comme ça? Je me suis vite arrêté quand même. Non, mais moi, en tout cas, oui, après, on a été faire les pré-olympiques à Athènes. On n'a pas été, en tout cas, il y a pas eu, au niveau d'Athènes pour les Jeux olympiques, il n'y a pas eu de quotas. En tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de quotas d'ouverts, donc il n'y a pas eu beaucoup d'athlètes aux Jeux. Et après, vite, en tout cas, moi, dans mes études, en parallèle de tout ça, quand même, je voulais être entraîneur. En tout cas, je me disais, à chaque fois que je m'entraînais là avec Bruno Bicochet et tout ça, en tout cas, j'étais toujours à la recherche de l'excellence. Je leur demandais, en fait, j'étais toujours soif d'expérience, de vouloir, voilà, savoir pourquoi on fait ça. Et moi, ça m'a toujours suivi ça. En tout cas, donc j'ai fait STAPS, licence entraînement management, en même temps que j'étais en STAPS à Dijon, donc j'ai pu faire le DU métier en même temps que ma licence entraînement management. Voilà, tout ça, moi, en tout cas, je voulais vraiment faire ça comme travail. Après, en 2006, je pars, en tout cas en 2004. Donc là, j'étais toujours sur le pôle de Dijon, et après, je suis parti sur le pôle de Vers-sur-Marne parce qu'en fait, j'ai été pris pour passer à la formation du prof de sport, du professorat de sport à l'INSEP. Donc, je suis parti sur Vers-sur-Marne. Mais voilà, c'était encore une fois pour progresser dans l'entraînement et pour faire ça, pour faire ce travail-là, pour faire ce métier-là. Et donc, en 2006, j'arrête ma carrière. Voilà, j'étais plutôt en déclin. Là, j'étais en formation depuis 2 ans au prof de sport, et donc vraiment, c'était ça qui. En tout cas, psychologiquement, tout ce que j'avais mis dans l'entraînement avant, là, je le mettais presque dans les études et dans la recherche de la performance. Voilà. Donc, en 2006, j'ai eu l'opportunité d'être entraîneur. En tout cas, le DTN, il m'a proposé d'être entraîneur sur un pôle France, et en tout cas pôle espoir, pôle France à Nancy. Donc j'ai arrêté ma carrière et j'ai dit allez, je passe de l'autre côté de la barrière et je vais être un entraîneur. Est-ce que c'est toi qui allais vers Bruno pour lui demander des explications par rapport à ce qu'il te faisait faire, ou c'est lui qui t'expliquait de lui-même? C'était un peu des deux, mais c'est souvent moi, quoi. Et sûrement je l'ai barbé avec ça parce que quand même je voulais comprendre tout ce que je faisais. En tout cas, moi qui arrivais, j'étais néophyte de l'entraînement. Et j'arrivais de nulle part, et donc dans l'entraînement je connaissais rien, et donc je voulais vraiment savoir voilà, pourquoi je progressais comme ça là ou moins là, ou pourquoi on faisait ça pour progresser là, voilà. Et en même temps, comme j'étais en stage, je faisais entraînement management, tout ce que je voyais en tout cas au niveau théorie entre guillemets à la fac, je voulais le comprendre sur le terrain. Okay. Et donc là tu pars à Nancy après. Est-ce que tu as quand même des regrets sur ta carrière d'athlète? Des choses que tu aurais peut-être changé? J'ai l'impression que non. En tout cas, des choses que j'aurais changé, non, je crois pas. En tout cas, j'ai rien à regretter. Moi, je crois que j'ai vécu ce que je devais vivre.
j'ai été entraîné par des super entraîneurs, j'ai eu des collègues athlètes, des super athlètes. Voilà, moi j'ai pas de regrets, j'ai pas de regrets. Là, tu te retrouves parachuté à Nancy. Est-ce que tu avais déjà entraîné un petit peu auparavant ou c'est ta première expérience Pas du tout. J'avais jamais entraîné. J'avais jamais entraîné. Donc, par contre, je suis arrivé. En tout cas, j'étais pas tout seul là-bas. En tout cas, il y avait Alban Richard. Donc lui aussi, en tout cas dans mon parcours d'entraîneur, c'était une personne, en tout cas ressource pour moi. Il m'a beaucoup appris. En tout cas, moi, j'étais plutôt voilà l'adjoint d'Alban Richard sur le pôle de Nancy. À ce moment-là, les athlètes qu'il y avait, c'était des jeunes. Nous, c'était plutôt un pôle jeune. Donc, c'était les Étienne Hubert, ils étaient juniors. Voilà, en tout cas, c'était des athlètes comme ça. Et donc, voilà, j'ai appris mon métier, en tout cas, à travers la vision d'Alban, ce que j'avais appris, en tout cas, en tant qu'athlète. Voilà, c'est comme ça que je me suis formé. Comment ça se passe alors à Nancy? Parce que là, c'est la première expérience. Je me dis, ça quand même, t'as l'envie de bien faire, mais en même temps, t'es pas. Ça, c'est comme quand tu débutes dans n'importe quel métier. Moi, qui avais commencé aussi en tant qu'entraîneur en muscu il y a 15 ans. Tu sais, au début, t'es là, tu t'attends un peu, quoi. Oui, en tout cas, la chance que j'ai eue, c'est que moi, j'étais athlète de haut niveau un an avant. Donc, en fait, j'avais quand même un aura. En tout cas, les athlètes, ils me regardaient un peu avec, en tout cas, la bonne parole, entre guillemets. Donc, pour moi, ça a été facilitateur. Et après, Alban, en tout cas, il nous avait déjà entraîné. Il avait en 2004 pour les pré-olympiques à Athènes, il nous avait déjà entraîné. Donc, j'avais vu, en tout cas, son état d'esprit et comment il entraînait. Et moi, en tout cas, c'était ma vision. On avait la même vision de la rigueur, du travail, du volume. Voilà. On avait vraiment la même vision. Et donc, ça s'est fait naturellement et les athlètes, ils ont adhéré tout de suite, en tout cas, à notre fonctionnement. Il y avait combien d'athlètes au pôle? Il y en avait une dizaine. Donc là, en fait, l'année 2004, c'était la nouvelle, en tout cas, c'était un peu la nouvelle refonte de la filière de haut niveau. En tout cas, c'était des nouveaux pôles qui venaient d'être mis en place sur Nancy. Donc, il y avait partout en France, en tout cas, il y en avait plusieurs en France, dont un à Nancy. Et cette filière était basée quand même sur la multi-activité. En tout cas, c'était mettre dans un pôle plusieurs disciplines, la descente, le slalom et la course en ligne. Ça, c'était la première fois que ça arrivait. En tout cas, c'était dans cette filière-là. C'était la première fois. Donc, moi, ça m'allait bien parce que j'arrivais dans mon cursus ou en tout cas dans mon parcours un peu de ça. En tout cas, dans cette vision de travailler sur du multi-activité. Voilà. Donc ça, moi, ça a été enrichissant parce qu'en fait, sur d'autres disciplines, la descente ou le slalom, il y avait déjà des champions. Donc nous, en fait, nous en course en ligne, il y en avait un peu moins. Donc en fait, ces échanges, c'était vraiment fructueux. Et nous, en tant qu'entraîneurs, et moi surtout, partager avec d'autres entraîneurs de slalom, de descente, ça a été vraiment un déclic pour moi et même une philosophie, je dirais. En tout cas, un état d'esprit. Pour moi, ça m'a suivi tout le temps dans mon parcours d'entraîneur, tout le temps. Qu'est-ce que ça t'a appris à ce moment-là d'échanger avec d'entraîneurs d'autres disciplines apparentées? Alors, moi, en tout cas, une autre culture, en tout cas la culture de la gagne, déjà. En tout cas, pour moi, le slalom, il ramenait des médailles au jeu tout le temps. Et donc ça, pour moi, c'était possible de gagner. Voilà. Et moi, en fait, je voulais comprendre pourquoi nous, en fait, on n'arrivait pas à gagner et eux, y arrivaient. Donc, j'essayais de comprendre au quotidien le discours des entraîneurs, le fonctionnement. Voilà. Tout ça, moi, quand j'ai fait à l'INSEP ma préparation professeur de sport, ce qui est bien dans cette formation, c'est que en fait, il y a un échange, une culture d'échange d'expérience. Et donc ça, en fait, pour moi, c'est le plus important, en tout cas aujourd'hui. Et alors, pourquoi le slalom met des médailles et pas la course en ligne?
Ça, la question, mais parce que eux, je pense en fait, ils avaient démystifié, en tout cas, le fait de gagner. Et eux, ils se disaient, en fait, c'est possible de gagner. Nous, en fait, chez nous, en fait, après avoir dit, bah, de toute façon, c'est les Hongrois, les Allemands qui gagnent, et puis nous, un coup sur deux, on va gagner si on a de la chance. Mais non, en fait, c'est pas ça. Nous aussi, on peut gagner, et on a montré qu'on pouvait gagner. C'est vraiment cette culture, en tout cas, c'est cet état d'esprit pour moi, et que ce soit les entraîneurs de slalom et même les athlètes et de descente également, c'est cet état d'esprit que je trouve bien chez eux. En tout cas, toujours positif et ils savent qu'ils peuvent gagner. Oui, j'ai l'impression, en t'écoutant, et c'est un peu mon avis aussi, mais que cet état d'esprit, c'est ce qui fait un peu tout, quoi. C'est l'envie de gagner. C'est possible de gagner, donc forcément, tu fais des efforts derrière pour gagner, en te disant pas, ce que je vise, c'est peut-être juste la finale ou autre, quoi. Tu vises tout de suite. Oui, bien sûr. Alors alors après, il faut avoir un déclic de gagner aussi. Une fois que tu as gagné, peut-être tu te dis, voilà, tu as déjà gagné, tu peux regagner et tout. Le slalom, ça a été ça, la descente, ça a été ça. Mais nous, tant qu'on n'a pas gagné, en fait, on pouvait pas se dire, on peut gagner. Hein. C'est dur, en tout cas, de faire passer le message. Non, mais vous pouvez le faire. Donnez-vous un objectif, pas juste de figurant ou juste d'être finaliste. Non, en fait, c'est dans les 3 premiers, c'est une médaille. Voilà, ça c'était un gros travail en tout cas qu'on a voulu mettre en place. Et est-ce que ça a porté ses fruits? Il y a eu des médailles avec des athlètes du pôle de Nancy? Bah là, avec le pôle de Nancy, en tout cas, c'est cet état d'esprit, en tout cas, on l'a eu un peu quand même après, mais oui, en tout cas avec le pôle de Nancy, nous, ça a été plutôt ces années-là ont été plutôt fructueux, en tout cas pour les jeunes, en tout cas des équipes juniors comme Etienne Hubert qui a fait une médaille au championnat d'Europe. On a eu des médaillés en K2, Guillaume Burger en K2 500. Voilà, en tout cas, oui, on a eu un peu de résultats. Est-ce que quand tu es entraîneur sur un pôle France, là surtout tu avais des jeunes, est-ce que tu as aussi une mission de recruter des athlètes de partout en France? Parce que comme tu as plusieurs pôles, est-ce que c'est toi tu vois un athlète par exemple, tu dis ah tiens j'aimerais bien l'entraîner lui, et tu vas vers lui en lui disant tiens ce serait bien que tu viennes au pôle? Pas du tout. Moi, j'ai jamais été partisan de ça. En fait, moi, je me suis dit, je suis pas un VRP d'épaule. Je l'ai toujours dit. En tout cas, moi, c'est plutôt les athlètes qui viennent chercher quelque chose, en tout cas un accompagnement ou voilà, une vision d'entraînement ou une dynamique d'entraînement pour moi. Mais moi, je suis pas VRP, et je sais pas le faire en tout cas. Donc non, en tout cas, moi, j'ai jamais fait. Est-ce que quand tu deviens entraîneur, tu continues à monter un petit peu sur l'eau ou t'arrêtes complètement de t'entraîner Alors moi j'étais dans un pôle où, en tout cas à Nancy notamment, j'étais dans un pôle où quand même il y avait des entraîneurs, alors des slalomeurs là et Alban qui continuaient à s'entraîner plutôt de la PPG, donc course à pied, muscule, je faisais avec eux. Je fais un peu de bateau au début et vite en fait on régresse vite et en course en ligne, en tout cas pour moi. On se fait vite moins plaisir. En tout cas, nous, on est plutôt sur de la glisse, sur de la coordination, sur des choses comme ça. En tout cas, c'est ce qui fait avancer. Et je l'ai vite perdu, ça. En tout cas, j'étais encore sur des repères de quand j'étais athlète de haut niveau, et je me faisais vite mal. En tout cas, vite mal, tu vois, psychologiquement plutôt. En tout cas, j'avais moins de sensations. Et moi, comme ma vision, c'était l'excellence et performer, et je voyais plus, en tout cas, je voyais moins l'utilité de naviguer. Mais tu continues la PPG et alors peut-être avec des objectifs, parce que tu cherches à l'excellence, est-ce que tu t'es fixé d'autres objectifs dans d'autres activités sportives? Là, c'était plutôt un objectif avec mon copain Alban de soulever lourd, en tout cas de soulever lourd en muscule ou voilà, des choses comme ça, des trucs, tu vois, presque de gamin. Mais c'était plutôt ça. Voilà, c'était plutôt ça. Mais j'avais plus de voilà, en tout cas c'était pour moi la performance c'était fini. Donc, voilà. Mais tu vois aujourd'hui encore une fois, je fais quasi plus de sport parce que en fait je suis encore dans cette logique-là. Si en fait je suis dans une logique de compétition, d'excellence, de performance et à chaque fois je me fais mal en tout cas et j'ai plus 20 ans et il faut toujours que ça aille plus vite et ça va pas assez vite et voilà. Donc là ça fait 2 ans je suis plus monté en bateau. Voilà. Ah.
peut-être Mais que... c'est pas grave. En tout cas, je me sens bien aussi comme ça. Ouais, peut-être que j'allais te dire, finalement, là, t'as peut-être oublié les sensations que t'avais quand t'étais à haut niveau. Donc peut-être que si tu montais dans un bateau tranquille, tu te dirais, bon, bah finalement, ça va. Là, c'est que t'avais tes repères à ce moment-là. Donc tu te dis, ah merde, je vais vraiment moins vite, quoi. Peut-être, mais encore une fois, moi, en fait, là, quelquefois, je fais un peu de vélo de route. Mais là, j'ai mon beau-frère, il me dit, ah non, mais vas-y, on va faire des compètes et tout. Je dis, mais non, il faut s'entraîner pour faire des compètes. Là, quand je vais au club d'Auxerre, il y a l'entraîneur Michael Ortu qui me dit, ah, vas-y, on peut faire des équipages aux France, par exemple, et tout. Ah, voilà, à chaque fois que, en fait, je suis entouré de compétiteurs, c'est dur. C'est un peu ça. Ouais, Combien de j'aime temps pas l'échec. Voilà, j'aime pas l'échec. En tout cas, je peux pas. C'est Ah, en compliqué. fait, si je comprends bien, c'est que tu t'entraînes pour gagner. Ouais, voilà, exactement. J'ai bien compris. Et C'est ça. est-ce que tu entraînes pour faire gagner alors? Ça, c'est un peu la question, un peu vague, mais Bah, pour faire gagner, en tout cas, au fond de moi, oui. En tout cas, pour moi, c'est ma vision, c'est de faire gagner. Mais moi, c'est plutôt d'accompagner les athlètes pour que eux ils gagnent. En tout cas, moi, je me suis toujours effacé. En tout cas, quand il y a eu, en tout cas, des victoires ou des médailles ou des choses, ouais, je suis pas là. En tout cas, c'est eux qui ont gagné, c'est eux qui ont fait le travail. Moi, je les ai juste accompagnés. Voilà, c'est tout. combien de temps tu restes à Nancy? Donc à Nancy, je suis resté 3 ans. Pendant ce temps-là, donc j'étais avec Alban pendant les 3 ans et en parallèle de ça, j'étais entraîneur des équipes de France junior. Voilà. Donc je faisais les stages avec les équipes juniors et j'étais entraîneur de l'équipe de France junior pendant Ok. 3 ans. Et est-ce que les juniors, ça a autant de stages que les seniors? Non, beaucoup moins. En tout cas, beaucoup moins et bah parce qu'en fait, ils n'ont pas le même temps. Après, on en mettait quand même un peu pendant les vacances et c'est surtout pendant l'été. En tout cas, moi, le problème de cette catégorie, c'est pas un problème. En tout cas, c'est que on les voit pas beaucoup. En tout cas, nous, entraîneurs de pôle, si on les a pas sur notre structure, et donc il y a beaucoup, en tout cas, d'athlètes qui sont dans leur club, bah, on n'a pas trop d'interaction avec eux, ou en tout cas, on les suit pas au quotidien. Donc, c'est compliqué, tu vois, de les entraîner à un moment et de les faire performer, quoi. En tout cas, voilà, nous, on peut juste les accompagner un petit peu, voilà, on peut leur apporter quelques petites choses, mais voilà, c'est compliqué, en tout cas, cette catégorie-là pour moi. Qu'est-ce qui fait que tu pars de Nancy? Alors, je pars de Nancy, donc en fait, en 2008, après les Jeux, en tout cas juste avant les Jeux, en fait, le DTN il vient me voir. Il y a une place à Nancy qui va se libérer. Il y a une place à Rennes, pardon, sur le pôle France de Rennes qui va se libérer en tant que. Donc là, il y avait un entraîneur, donc c'était Olivier Boivin qui partait, et donc il n'y allait plus avoir d'entraîneur. Donc là, en fait, j'avais l'opportunité d'être responsable de la course en ligne, en tout cas de créer ma propre dynamique d'entraînement sur Rennes. Donc le DTN il me propose ça. Voilà, je lui dis tout de suite OK. Allez, au mois de septembre, je serai à Rennes. Voilà. Donc l'entraîneur du quotidien allait partir. Bah, en tout cas, qui était là pendant 4 ans, il allait partir. Donc moi, j'ai pris la relève. L'entraîneur était entraîneur olympique déjà. En tout cas, Olivier Boivin était entraîneur olympique. Il était plus beaucoup sur le pôle. Le pôle était presque laissé, en tout cas, un peu entre guillemets à l'abandon. En tout cas, les athlètes s'entraînaient tout seuls. C'était un peu compliqué. Il y avait pas mal d'athlètes qui voulaient partir et donc qui sont partis aussi. Et donc au mois de septembre, je suis arrivé et donc moi l'objectif c'était de recréer une dynamique course en ligne sur le pôle de Rennes. Voilà, c'était mon objectif. Là, contrairement à Nancy, c'était toi l'entraîneur en chef, on va dire. Voilà, c'était moi. Bah, j'étais le seul entraîneur. En tout cas, j'étais l'entraîneur en chef. Et donc il y avait un pôle espoir et un pôle France. En ce temps-là, le pôle espoir était en tout cas rattaché au pôle France. Et donc, j'avais quelqu'un avec moi, Gwenaël Granger, qui était là, donc qui était plutôt en charge du pôle espoir, et moi, du pôle France. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change en termes d'entraînement entre ta première expérience à Nancy et ce que tu mets en place à Rennes?
Ben là, en fait, quand je suis arrivé à Rennes, en tout cas, comme je te disais, c'était un peu l'anarchie. En tout cas, tu vois, tout le monde s'entraînait avec tout le monde, il n'y avait pas d'horaire d'entraînement, voilà, il y avait plus d'entraîneurs, en tout cas, plus d'entraîneurs au quotidien, où l'entraîneur, il s'occupait de 2 athlètes qui allaient faire les jeux. Et donc, c'était l'anarchie. Donc moi, au début, j'étais pas ciblé, en tout cas sur l'entraînement, j'étais plutôt ciblé sur recréer une dynamique de groupe, recréer un groupe, et avant même d'entraîner. Voilà, moi, c'était vraiment ça l'objectif, parce que pour moi, une de mes convictions, c'était d'avoir de l'émulation de la confrontation, et c'est créer un groupe d'entraînement. Voilà, donc moi, c'était ça. Donc, en fait, j'ai choisi à ce moment-là, donc il y avait un kayakom, Alexandre Cressol qui était là, il était seul kayakom. Et il y avait deux, trois filles. Il y avait Sarah Troel qui était là, et il y avait une ou deux filles qui étaient avec elle, et 2 canoës. Il y avait William Chamba et Bertrand et Monique qui étaient là. Voilà. Donc je me suis dit, je vais créer une dynamique fille sur le pôle de Rennes. Voilà. Donc je vais donc par rapport à la détection, ou par rapport en tout cas à la venue sur le pôle, j'ai dit on va mettre la priorité sur les filles. Voilà. Donc 1 an après, en tout cas oui dans l'année, ou en tout cas la saison d'après, il y a eu des jeunes, en tout cas espoir. Donc ils étaient au pôle espoir, pôle France, parce qu'avec Gwenelle Granger, on mutualisait les entraînements. Il y a eu Léa Jamelot qui est arrivée. En même temps, il y avait Léa Coran, Elsa, une copine à elle. Il y a eu Sarah Guyot qui est arrivée. Voilà, toutes ces filles-là sont arrivées quasi en même temps. Et donc, il y avait Sarah Troel qui était déjà là aussi sur le pôle. Là, t'avais un groupe avec de l'émulation, alors. Ouais, voilà. Direct. Là, ça parle, là. Ouais, voilà. Donc là, à partir de là, en tout cas, et donc il y avait les canoës aussi. Donc il y a des canoës. Il y avait William et Bertrand et Monique qui avaient fait les jeux, donc qui étaient aussi sur le pôle. Et donc il y avait une vraie émulation, il y avait une vraie confrontation. Et là, voilà. Là, j'ai pu commencer à mettre en place, en tout cas, l'entraînement. Alors, parle-moi d'entraînement. Qu'est-ce que tu as mis en place? Fais-moi rêver. Quelle est la méthode, Nico Mayotte? Ouais, je crois qu'il n'y a pas de méthode. En tout cas, la méthode, tu vois, la méthode Mayotte, entre guillemets, c'était pas une méthode Mayotte. En tout cas, à cette époque-là, moi, j'étais à Rennes. Ma famille était, en tout cas, dans Lyon. Moi, en tout cas, je pouvais faire des séances de 8h du matin jusqu'à 22h le soir. Moi, j'étais présent sur le pôle pendant 4 ans, voilà, à ces horaires-là. Et en fait, je me suis dit, moi, je vais partir du projet de l'athlète. Avant, à Nancy, on faisait pas ça. En tout cas, c'était plutôt descendant. Avec Alban, hop, on faisait une trame, on faisait une planif, et en fait, tout le monde faisait la même chose. Moi, je suis arrivé à Rennes, j'ai dit, moi, je crois que je vais pas faire comme ça. En tout cas, moins comme ça. Je vais être tout autant directif, mais quand même, je vais partir de votre projet. Donc chacun, en tout cas, j'ai pris chacun, on a construit le projet ensemble, et je suis parti du projet de la tête. Donc beaucoup d'individualisation, et des fois, je me suis vu, en tout cas, faire 3 fois, 4 fois la même séance dans la journée. Mais j'avais que ça à faire. Et est-ce qu'il y avait est-ce que tu as des exemples de projets différents? Parce que là, je me dis, si t'as Léa, les deux Sarah ou autres, ça vise peut-être les Jeux Olympiques. Et je me dis, c'est peut-être le même projet, tu vois, au final. Ouais, alors au final, à long terme, c'est le même projet, parce que en tout cas, je peux te dire que toutes celles qui arrivent, ou en tout cas tous les athlètes qui arrivent, ils ont tous le même objectif, c'est aller aux Jeux Olympiques. Mais aller aux Jeux Olympiques, en tout cas, ça c'est pour moi un objectif à long terme. Et par contre, on avait mis des objectifs à court terme. Et entre une Léa Jamelot qui rentre au pôle de Rennes, où elle, en fait, elle a 14 ans, et en fait, elle est cadette, et une Sarah Troel qui a déjà 20 ans ou 21 ans, c'est pas tout à fait. Et puis il y a un autre qui s'appelle William Chamba ou Bertrand Eminoni qui eux reviennent des Jeux Olympiques. C'est pas tout à fait le même objectif en tout cas. Voilà. Donc
au niveau année, au niveau en tout cas des sous-objectifs techniques, les mêmes attentes. Voilà, c'est pas tout à fait. Alors oui, il y a un groupe d'entraînement et c'est ça que je voulais construire. Mais par contre, c'est une avancée, en tout cas une progression différente. Voilà. Et donc ça, en tout cas, l'objectif pour moi, c'était d'essayer de faire avancer tout le monde et pour qu'à un moment ou à un autre, ils puissent en tout cas s'entraîner ensemble le plus possible. Voilà. Est-ce que l'entraînement, tu le planifies entre guillemets, même si ça évolue, sur l'année ou tu vois plus sur une Olympiade? Tu vois, j'ai lu les bouquins de l'ICF et eux ils parlent beaucoup de planifier sur une Olympiade. Là, quand tu as quelqu'un, on reprend l'exemple de Léa et de Sarah que j'ai eu sur le podcast. Il y en a une pour qui c'est accessible peut-être un peu plus rapidement, donc peut-être que tu te dis voilà, c'est peut-être moins de temps pour la préparer, alors que Léa, tu vois vraiment plus long terme. Tu sais, ils étaient quand même jeunes. Hein. En tout cas, ils étaient quand même un peu toutes jeunes. Tu vois, Sarah Gu, elle est arrivée, elle était senior 1 sur le pôle. Il y avait quand même beaucoup de travail. Hein. En tout cas, l'objectif des Jeux Olympiques, j'allais pas te dire tout de suite qu'elles allaient aller aux Jeux Olympiques 3 ans ou 4 ans après. Ça, c'était pas encore fait. Mais pour moi, je plane. Le problème entre guillemets de chez nous, c'est qu'on n'a pas les dates à l'avance des compétitions. En tout cas, c'est difficile en tout cas de planifier sur 4 ans. Est-ce que tu planifies, j'en avais parlé dans un précédent podcast, sur 3 semaines de développement, une de récup entre guillemets, de récup active? Ouais, ça dépend. Ça dépend les moments de l'année. En tout cas, souvent en période hivernale où on fait beaucoup d'aérobie et tout, là on peut faire 3 semaines, une semaine, même presque des fois un mois. Hein. On faisait 4 semaines des fois. C'est arrivé de faire 4 semaines et une semaine de récup. Et par contre, au début d'année, à la reprise et en période de préparation de courses et compétition, on planifie en tout cas 2 semaines, une semaine. Ok. Là, tu parles d'aérobie. Je voulais revenir un petit peu là-dessus. Parce que toi, tout à l'heure, tu parlais justement que tu avais une grosse base aérobique, ça t'avait pas mal aidé pour la suite. Aujourd'hui, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est un peu moins sur le devant, l'entraînement aérobie, notamment avec tout ce qu'il y a eu, l'avènement du 200 mètres. Quelle est la place pour toi de l'aérobie? C'est une question un peu générale, mais comment tu vois ça? Moi, en tout cas, ma vision aujourd'hui, je pense que il en manque beaucoup. Alors, on a fait vraiment des allers-retours là-dessus, nous. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'étais dans le circuit avec les entraîneurs et tout, donc j'ai vu l'évolution. Donc, en fait, le 200, il n'existait pas au début. Donc, pour préparer, en tout cas, il y avait du 1000 et du 500, et on était plutôt tourné vers beaucoup d'aérobie, que ce soit pour le 500, pour le 1000. Pour nous, avoir une grosse base aérobie, c'était important. Et donc, on faisait beaucoup d'aérobie. Après, le 200 mètres est arrivé. Donc on a fait le choix, en tout cas, et on a fait le choix, et parce qu'en fait on a constaté aussi qu'en vitesse de pointe on était moins bon, en vitesse on était moins bon. On a dit allez, on va recentrer plus sur le sprint, en tout cas la préparation plutôt de vitesse, voilà, du plus court, moins d'aérobie. Donc là on allait vite sur 200. En tout cas au début de course et tout, et quand même on avait du mal à finir les courses. Donc le curseur, on avait, nous c'était on-off quand même. À un moment, on a fait, quand le RAID 200 est arrivé, on a vite sauté sur l'occasion de faire que du sprint, et quand même, je trouve ça a pêché. Donc après, on est revenu à remettre de l'aérobie dans notre entraînement. Et là, quand même, ces dernières années, là, je trouvais qu'il y en avait beaucoup moins. Et pour moi, ma vision, en tout cas d'entraîneur, l'aérobie, même pour un sprinter, pour moi, c'est important parce que l'aérobie, en fait, c'est pas juste, travailler sa VO2 ou pour avoir une capacité d'oxygène importante, en tout cas une caisse importante entre guillemets. Moi aussi, faire des kilomètres en bateau, c'est la technique. Donc c'est automatiser sa technique. C'est il n'y a pas juste un versant physio pour moi. Pareil dans les bouquins de l'ICF que j'ai lus, ils parlent souvent et je crois qu'il y avait ça à un moment à la Fédé, un test 2000. Et j'ai l'impression que quand les tests ont sauté, il y a eu moins justement d'entraînement aérobie.
Est-ce que tu as constaté ça aussi? Moi, après, moi, par rapport à ces tests, moi, j'ai toujours été partisan des tests. En tout cas, aujourd'hui, on a été là, en tout cas récemment, dans les dernières années, on était plus dans un état d'esprit de se dire, on n'a plus besoin de tests, les athlètes, on sait ce qu'ils font, on a confiance en eux, ils s'entraînent et tout ça. Ok, bah, ça, je suis d'accord. Alors pour les élites, je suis d'accord, ça, il y a pas de problème, on les voit au quotidien et tout. Après, pour les jeunes, j'ai vu pas mal de jeunes, en tout cas, que ça soit sur le 2000 ou sur le 5000 en course à pied, régresser. En tout cas, beaucoup régresser. En fait, les athlètes aujourd'hui, ils courent plus, ils font plus de long. Et voilà. Et je pense qu'en fait, nous, quand on a mis ça en place pour les seniors, je pense que ça n'a pas été, en tout cas, en fait, ça a été retranscrit chez les jeunes de la même manière. Et je pense que c'était une erreur de notre part de pas avoir dit le contraire, ou en tout cas vouloir mettre en place le contraire. Et ces tests-là, pour moi, ça montrait aux athlètes que en fait l'entraînement en course à pied c'était important, l'entraînement en muscule c'était important, l'entraînement en tout cas sur du 2000 en bateau c'était important. Voilà, en tout cas pour moi, ça montrait ça aussi. C'était un discours aussi ça. C'est exactement là où je voulais t'amener, parce que j'en ai parlé avec Romain Marco il y a une dizaine de jours à Marciac, justement. Moi, je trouvais que ces tests-là, donc moi, je suis arrivé après, mais je trouvais que c'était pas mal, parce que ça donnait justement cette obligation de la multidisciplinarité. Ça t'obligeait à être bon dans plein de domaines, alors que comme tu l'as dit, maintenant, tu peux te contenter, entre guillemets, que de faire du bateau, mais ça a peut-être ses limites après pour justement arriver plus haut. Oui, voilà, moi, en tout cas, je les vois, les limites aujourd'hui, ça, c'est sûr. Oui, mais moi, ces tests-là, et puis, ouais, ça servait à valider aussi une période d'entraînement, Voilà, et ça motive toujours, en fait. Moi, je me rappelle dans ma carrière, en 2002, là, justement, l'année où j'étais au championnat du monde, en fait, j'avais un objectif, c'était de gagner les tests hivernaux. Alors, il y avait à la clé, il y avait un stage en Guadeloupe de bateau, en tout cas avec l'équipe de France senior. Donc moi, j'avais jamais été encore en équipe de France senior, et donc là, je me suis mis je courais déjà bien, mais je me suis mis à courir comme un fou, à faire plein de muscles, et j'ai gagné les tests. Mais moi, voilà, moi, c'était un objectif. Voilà, c'est des objectifs pour moi de saison, en tout cas de demi-saison, de saison, et pour voir l'évolution. Voilà, pour moi, c'était vraiment un passage important pour moi. Et donc, après, quand les tests ils ont disparu, moi, j'ai continué à les faire, en tout cas aux athlètes que j'entraînais. Moi, les athlètes que j'entraînais jusqu'au bout, ils ont fait ces tests-là. Je reviens sur Rennes avec ton parti pris d'entraîner les filles. Moi, j'ai tendance à penser de mon expérience d'entraîneur plus en muscu, qu'on n'entraîne pas un homme comme on entraîne une femme. Comment tu vois les choses, toi? Bah, ça, c'est sûr. Pour moi, en tout cas, c'est pas la même chose. Alors, j'ai pas de préférence. En tout cas, je dirais pas, mais c'est complètement différent. En tout cas, moi, les filles, pour entraîner les filles, j'ai toujours entraîné avec un peu de distance, déjà. En tout cas, à distance, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de jalousie, en tout cas, les filles, il faut toujours être avec elles, leur parler. Voilà, dès qu'on parle plus à une, eh ben, ça va être mal perçu. Donc ça, moi, je faisais toujours attention à ça. Et aussi, ce que j'aimais bien chez les filles aussi, c'est chez les gars. Et il y a certaines personnes aussi chez les gars ou avec qui je faisais ça aussi, mais elles demandent beaucoup d'explications. En tout cas, elles veulent quand même bien comprendre ce qu'elles font. Alors, elles sont moins partie prenante dans leur projet. En tout cas, je veux dire, je leur dis, on va faire ça. Ton objectif, c'est d'aller au championnat du monde, ou ton objectif, c'est de progresser en muscule. On va faire ça, parce que ça, c'est ça. Et hop, en fait, c'est terminé. Mais ça vient de moi. Je leur explique bien, et elles vont faire ça. Les gars, souvent, en tout cas, encore aujourd'hui, j'entraîne Cyril au quotidien. Ça marche bien comme ça. C'est lui qui dit, moi, j'aimerais bien développer ça. Et pour le développer, j'aimerais bien faire ça. Alors, je lui donne mon avis. Je lui dis, quand même, ça serait mieux de faire un peu comme ça. Ou ça, oui, t'as raison, on va le faire comme ça. Mais voilà. En tout cas, la différence, c'était plutôt... Ah, mais là, on parle de Cyril. On parle de Cyril qui pinaille sur pas mal de choses, hein.
Cyril, si tu nous écoutes, en tout cas, il y a beaucoup d'athlètes quand même masculins en tout cas, qui savent en tout cas comment entraîner. Ils sont sûrs de savoir comment ils veulent s'entraîner. Et donc, ils arrivent quand même avec leur méthode d'entraînement, en tout cas avec leur méthode, en tout cas avec leurs idées d'entraînement, quoi. Aujourd'hui, les filles, quand même, je trouve moins. En tout cas, elles sont plus en attente d'une proposition de l'entraîneur, une bonne explication, et après, là, elles valident et elles peuvent y aller. Voilà. Est-ce que tu penses pas que justement c'est une erreur, tu vois, je reprends ton parcours où toi justement t'avais soif de connaissances, tu voulais tout comprendre, et je pense que c'est une des choses qui t'a permis justement de bien progresser et d'évoluer rapidement. Est-ce que tu penses que c'est pas une erreur, que ce soit de la part de certaines filles ou de certains gars, de manière générale, d'être dans l'attente? Ouais, ben oui, mais si, ça peut être une erreur. Après, moi, je pense que beaucoup, en tout cas ceux qui font ça, c'est soit qu'ils ont peu d'expérience dans l'entraînement et ils se disent on a complètement confiance à l'entraîneur et puis on suit ça, soit c'est parce qu'ils veulent, voilà, ils veulent être avoir une base solide de l'entraîneur et se dire bon bah allez, on va faire ça. Mais moi, oui, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Moi, en tout cas, les athlètes, je les poussais vraiment à être autonomes et à être, en tout cas, dans leur projet et complètement autonomes dans leur projet. Ça, pour moi, c'est sûr. À Rennes, est-ce que tes athlètes performent rapidement? Ouais, en tout cas, oui. En tout cas, moi, j'en avais déjà, en tout cas, Bertrand et Monique, en tout cas, William Chamba, ils performaient déjà, donc c'était facile, en tout cas, de les faire performer. En tout cas, c'est pas moi, encore une fois, et c'est pas moi qui les ai fait performer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, quand même, quand je suis arrivé au pôle de Rennes, j'avais jamais entraîné un canoë de ma vie, et quand t'arrives et que tu dois entraîner Bertrand et Monique et William Chamba, qui eux reviennent des Jeux, quand même, tu te dis, bon, bah là, il va falloir être solide, hein, parce que là, quand même, moi, déjà, je suis un kayak, je suis pas un canoë. Alors, déjà, il y a en tout cas, tout un état d'esprit il faut être canoë pour entraîner les canoës. Donc, moi, j'arrive à kayak pour entraîner des canoës qu'aller au jeu. Mais franchement, et je les remercie, c'est eux qui m'ont appris comment entraîner des canoës. Et moi, là-dessus, c'était vraiment, voilà, c'était super. En tout cas, c'était moi, c'était une collaboration avec eux. En fait, moi, je leur ai amené des choses, eux aussi. On s'amenait tous les deux, en tout cas tous les trois, des choses. Et c'était vraiment, en tout cas pour moi, une bonne collaboration, je dirais, qui a duré longtemps. Et au niveau des filles, donc je reviens sur leur performance. Est-ce qu'elles ont rapidement, pour certaines, fait des performances? Oui, en tout cas, elles, les filles, donc Léa Jamelot, elle a intégré tout de suite, en tout cas, les équipes de France junior. Après, Sarah Guyot et Sarah Troel, l'équipe moins de 23. Voilà, ils ont vite, en tout cas, passé le cap et ils ont vite performé. Oui, en tout cas performé non, mais en tout cas vite, ils sont vite rentrés en équipe de France. En tout cas, ils étaient vite dans les meilleures françaises. Après, voilà, il a fallu travailler longtemps pour que ça progresse encore plus. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en termes d'entraînement au fil des années à Rennes? Des choses que tu as fait et avec le recul, tu disais, bon, finalement, c'était pas super, que ça n'a pas donné les résultats que j'espérais, donc je vais remodifier. Est-ce que ça t'a permis d'affiner un peu ta vision de l'entraînement? Moi, c'est plutôt mon comportement qui a changé. Alors, ma vision d'entraînement, je dirais oui, j'ai évolué sûrement. En tout cas, moi, j'ai été quand même tout le temps dans l'excellence, dans la performance, j'étais dans le volume d'entraînement. Ça, pour moi, ça n'a pas changé. Ça a toujours été. Et d'ailleurs, sûrement, il y a des athlètes qui ont fait les frais de ça, parce que, en tout cas, comme ça faisait vite le tri. En tout cas, moi, je m'occupais de tout le monde, mais en tout cas, je voyais vite, en fait, les personnes qui pouvaient vite progresser et performer, d'autres qui allaient moins vite. Et comme il y avait un gros groupe, à un moment, voilà, les choix, ils étaient vite faits, quoi. Et tu parlais de ton comportement, l'évolution de ton comportement. Ouais, et donc mon comportement, en fait, quand je suis arrivé à Rennes, j'étais plus
En tout cas, j'étais à l'écoute des athlètes, de leurs projets, mais par contre, j'étais beaucoup directif. En tout cas, j'étais beaucoup rigoureux, directif, parce qu'en fait, aussi, il y avait de l'anarchie. En tout cas, c'était un peu freelance et tout. Je voulais remettre vraiment un groupe sur pied rapidement et donc j'étais rigoureux sur des horaires, sur de l'entraînement, sur la qualité de la récupération. Voilà, j'étais un peu et ça, j'étais intransigeant. Alors peut-être un petit peu dur au début, même beaucoup, je pense. Et après, je me suis assoupli. Je me suis vraiment assoupli sur la bienveillance, sur encore plus d'écoute de l'athlète. Voilà. Avec du Vas-y. recul, je pense, et c'était bien. Je pense que c'était bien, mais je pense aussi que à des moments, les athlètes ils tombent dans un confort, nous entraîneurs aussi, et peut-être que voilà, mettre un peu plus de rigueur de temps en temps, ça aurait pu être plus bénéfique, je pense. Mais j'allais dire, quand t'es directif, souvent, ça amène des conflits, quoi. Ça amène, c'est beaucoup plus difficile. Au début, ça marche, mais au bout d'un moment, personne n'aime être trop dirigé non plus. Complètement. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. En tout cas, des conflits. Moi, j'ai la relation entraîneur-entraîné, elle a toujours bien fonctionné. En tout cas, moi, j'ai jamais menti à un athlète. En tout cas, j'ai jamais vendu du rêve. Je leur ai jamais dit qu'elle serait championne olympique ou champion olympique. Euh, j'ai jamais menti sur un chrono. Voilà. Moi, j'ai toujours été clair avec eux, transparent. Donc, il y a vraiment eu une confiance entre nous. Et je pense qu'ils me faisaient confiance dans l'entraînement. Et donc, en fait, je pouvais dire on va faire ça et ils me suivaient à faire ça. Voilà. En tout cas, ça a été une chance aussi. Ils n'étaient pas toujours en train de remettre tout en question ce que je faisais. Et voilà, ils me faisaient confiance. Quoi. Ça a été en tout cas un gain de temps pour les athlètes, un gain de temps pour moi au début. Voilà, c'était important. Et après, je me suis assoupli, en tout cas, parce que après aussi, au début c'était des jeunes, après quand même, ça a été, les filles étaient moins jeunes et les gars aussi, donc en fait c'est plus la même relation. En tout cas, c'est plus une relation, comme je te disais, d'accompagnement, de coaching. Voilà, c'est une autre mentalité, un autre état d'esprit. En tout cas, j'ai changé par rapport à ça surtout. Par la suite, tu changes encore de pôle, donc pour la troisième fois. Ouais. Donc je change encore une fois. Et en tout cas, Comment ça se fait que tu changes de pôle encore? En tout cas, moi, comme je te disais, en fait, ma logique d'entraîneur, moi, en tout cas, je voulais être, en tout cas, un des meilleurs entraîneurs, en tout cas, que voilà, amener de la performance, aider les athlètes. Et moi, la vision de ça, c'était de toujours être auprès des meilleurs entraîneurs, auprès du partage, de faire du partage d'expérience avec les autres disciplines, avec les autres sports. Voilà, moi, ça a toujours été ça, ma logique. Donc, en fait, donc là, mon premier poste c'était à Nancy et ça tombait bien, il y avait Alban. Après, à Rennes, c'était une autre logique, mais en tout cas, c'était de pouvoir échanger avec aussi des entraîneurs élites de slalom, des entraîneurs champions du monde de descente, voilà. Et après, en fait, j'ai fait une Olympiade et donc à Rennes. Et après les Jeux de Londres, j'ai voulu aller à Paris. En tout cas, je me suis dit, moi, mon entraîneur, en tout cas l'entraîneur que je mets au-dessus du lot, en tout cas en haut de la pyramide, pour moi, c'est François Durigne, toujours. Et donc, je me suis dit, moi, je veux ressembler à lui. Et donc, je me suis dit, je veux aller à ses côtés. En tout cas, je veux aller travailler avec lui, je veux aller à l'INSEP, je veux retourner à l'INSEP parce que j'avais déjà fait mes études là-bas et donc j'avais eu beaucoup de partage d'expérience. Et là, je dis, je veux retourner là-bas. Alors déjà, pour être sur le pôle olympique. Deuxièmement, c'était pour être aux côtés de François Durigne et travailler avec lui, et aussi de pouvoir avoir accès à l'INSEP et de travailler, et en tout cas d'échanger avec des entraîneurs d'autres activités, de l'athlé, de la piste, du cyclisme, voilà. En tout cas, pour progresser encore dans l'entraînement. Donc ça a été ma logique de toute ma carrière, en tout cas d'entraîneur. Et comment ça s'est passé à Vers alors? Est-ce que tu as eu ce que tu attendais? Donc bah oui, en tout cas j'ai eu en tout cas tous ces échanges-là, je les ai eus. J'en ai eu d'autant plus parce que je me suis rapproché en tout cas des scientifiques
de l'INSEP aussi, François Biozin, Franck Brochery, tous des gens comme ça qui m'ont permis en tout cas d'évoluer dans l'entraînement et de me poser des questions sur l'entraînement. Et aussi, j'ai fait venir des athlètes. En tout cas, les athlètes que je suivais à Rennes, beaucoup m'ont suivi, en tout cas, à Vers. Qu'est-ce que tu as appris en termes d'entraînement? Là, tu parlais justement de choses qui t'ont un peu fait évoluer sur l'entraînement. Bah, tu vois, en fait, des nouvelles méthodes d'entraînement. Alors, des nouvelles méthodes, non, mais en tout cas, tu vois, travail d'époxy, par exemple. Après, avec Florian Rousseau, celui fait du cyclisme de piste, tu vois, sur les braquets. Donc, pour nous, c'était plutôt la taille des pagaies. Tu vois, en fait, tout, quand tu arrives entraîneur, pour moi, à un moment, comme je te disais, on tombe dans la routine, on fait toujours les mêmes choses. Et donc là, ça m'a permis aussi de me remettre en question, de revoir de nouvelles choses, de nouvelles méthodes d'entraînement, voilà, des choses pour amener, voilà, et essayer d'amener une plus-value aux athlètes, quoi. Tu vois, par rapport au cyclisme sur piste, je connais un petit peu le milieu, on voit que les gars utilisent des braquets de plus en plus gros, Ouais, donc ils tournent un peu moins vite les jambes. ouais. En kayak, j'ai pas l'impression que les pagaies soient de plus en plus grosses. Quelle est ton expérience Non, mais là-dessus tu et ton vois, avis? nous, c'est un choix. Tu vois, Lisa Carrington, par exemple, elle prend des grosses pagaies. En tout cas, elle a vraiment elle a une grosse taille de pagaie, une grosse longueur de pagaie. Et tu vois, elle gagne le 200 depuis, et le 500 depuis X temps. En tout cas, ça fait 4 Olympiades qu'elle gagne. Voilà. Mais nous, notre culture, on a du mal, hein, quand même, dans notre culture, à faire des changements, à opérer des changements. C'est dur, c'est dur. Tu sais ce qu'elle utilise comme pagaie, Carrington? Voilà, comme ça, non. En tout cas, non. En tout cas, je crois que c'est une bêta. En tout cas, c'est une grosse pale. Mais franchement, là, je pourrais pas te dire. Là, en tout cas, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais en Ouais, tout parce cas, que à j'allais te l'époque, dire, là, moi j'ai regardé les jeux, elle avait une fréquence quand même. Tu sais, il y a le compteur de cadence à l'écran là quand il y a les jeux, et elle tournait ouais. plus vite les bras que les autres, quoi. Donc si elle a une plus grosse pagaie qui tourne encore plus vite, encore plus la pagaie est plus longue, tu te dis mais c'est Et ben incroyable. voilà. Et ben tu vois, et ben c'est pour ça qu'elle gagne. Entre autres. Entre autres. Mais tu vois, plusieurs fois, en tout cas moi avec Sarah Guyot, on a essayé, en tout cas, de modifier, en tout cas, la taille de la pagaie, en prendre une un peu plus grosse. Mais c'est compliqué. En tout cas, c'était dur. En tout cas, c'était dur. En tout cas, de faire sentir que c'était mieux. En tout cas, c'était plus pour elle, c'était plus dur au démarrage. Alors, c'était peut-être un peu plus facile après, ou inversement. Tu vois. En tout cas, c'était compliqué de trouver. Ils sont en tout cas, pour moi, le matériel, ils ont du mal à changer. En tout cas, ils ont du mal. En tout cas, pour certains athlètes, hein, je dis pas tous, mais en tout cas, dès qu'ils ont gagné, en tout cas, dès qu'ils ont gagné avec une pagaie, ben, ou un bateau, ou voilà, ils veulent la garder. Alors je dérive sur une anecdote et après j'ai une question. Justement, moi je suis très surpris comme je viens d'un autre milieu et j'en ai parlé beaucoup au stage à Marcillac avec les filles et j'ai chambré un peu là-dessus, mais moi je me disais que si je devais faire les Jeux Olympiques, ben en fait je ferais comme Cyril, c'est-à-dire que je testerais toutes les pagaies possibles, je testerais plein de bateaux, franchement je testerais tout quoi. J'irais voir par exemple Benjamin ou Patrick et je dirais je veux tout tester et puis je mettrais par exemple le Motionize sur la pagaie et puis je ferais plein de tests en fait pour voir ce qui se passe. Tu vois, pour me dire avec quoi je vais le plus vite, avec quoi et puis je filmerais aussi car je ferais tous les tests, tu vois. Moi je comprends pas. Je comprends ce que tu m'as dit et c'est exactement ce que je remarque aussi. Mais moi, je ferais tous les tests possibles. Hein. Je testerais tous les bateaux, toutes les pagaies, vraiment comme un fou. Et donc, je rebondis sur une question. Tu penses qu'il faut mieux vaut privilégier l'appui, parce que tu parles d'une plus grosse pagaie, que la fréquence finalement? Euh, je vais te répondre à ta question après. En tout D'accord. cas, juste ton anecdote là. En tout cas, quand tu parles de ça, parce que moi, Cyril, je le côtoie tous les jours. Voilà, tu vois, j'ai Ipinaï, mais Ipinaï Ça positivement. Hein. fait, ça fait 10 ans que je le côtoie. Avant lui ou en même temps que lui, hein, tu vois, celui qui faisait ça aussi, c'était Sébastien Joux. Alors c'est les meilleurs. En tout cas, ils ont plutôt été bons. Voilà.
Et eux, ils font ça. Sauf que ça, en tout cas, il y a ses limites. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Essayer le matériel, c'est important. En tout cas, pour se conforter et être sûr de son matériel. Voilà, et des changements, il y en a tellement. En tout cas, dans les bateaux, dans les pagaies, ça change tous les 4 matins. Et ça, je suis bien d'accord. Mais par contre, à un moment ou à un autre, dans l'année, ou tu vois, longtemps avant l'échéance, il faut que ça soit réglé. Mais tu vois, que ce soit Sébastien Joux ou Cyril Carré, eux, en fait, la veille de la course, ils vont encore se poser la question si c'est la bonne pagaie. Et le jour de la course, ils vont changer de pagaie. Moi, combien de fois Cyril, il fait la course, il descend et tout, et il me dit, ah bah tiens, j'ai pris cette pagaie-là. Tu vois, c'était pas du tout convenu. En tout cas, c'était pas ça qu'il devait faire. Mais voilà. Et c'est ce qu'il fait. Et Sébastien Joux, voilà, c'est la même chose. En tout cas, le jour de la compète, il va en prendre une autre. Ça m'étonne pas, Ah. ça m'étonne pas. Alors, tu vois, quand t'es entraîneur et que toi, t'essayes, en fait, de tout cadrer, en tout cas, tout cadrer, on peut pas, voilà, on peut pas tout cadrer et il faut pas que ce soit non plus tout cadré. Mais je veux dire, au moins ça, que tu sois sûr que, en fait, t'as le bon bateau, que tu sois sûr que t'as la bonne pagaie. Il y a tellement d'incertitudes liées au milieu, liées à la confrontation directe. En tout cas, t'as déjà plein de choses à penser. Et non, eux, en fait, ils vont dire, ah, mais non, mais là, on va prendre cette pagaie-là, ça sera mieux. Entre une série et une demi, ah, bah non, mais on va changer. Voilà. Donc ça, pour moi, ça a ses limites quand même. En tout cas, je suis. Oui, là, c'est l'extrême. Là, c'est l'extrême. Bah, voilà, mais l'extrême, c'est des anecdotes comme ça, et je peux t'en donner plein, en fait. Des anecdotes comme ça, c'est ça le problème. C'est que quand toi, en fait, t'as essayé de tout goupiller et tout, puis qu'en fait, au dernier moment, ils te pètent une durite en disant, bah non, mais on va changer de la pagaie. Voilà, c'est compliqué, quoi. Donc, voilà, c'était une petite anecdote. Et pour revenir à ta question de la fréquence et de la taille de pagaie, moi, pendant longtemps, en tout cas, je privilégie en tout cas les grosses pagaies avec en tout cas, un gros appui. En tout cas, voilà, plutôt que à la vélocité. À la vélocité, alors je vais te dire, le mieux, c'est les deux, comme Lisa Carrington. En tout cas, si tu peux mettre de la vélocité sur les grosses pagaies, bah forcément, t'emmènes plus de braquets et tu développes plus de puissance et tu vas plus vite. Mais pour moi, quand même, les grosses pagaies, c'est important. Voilà. Et je dirais d'autant plus en équipage. Oui, j'ai l'impression que les pagaies, de ce que j'ai vu, sont assez petites. En fait, à chaque fois, je suis surpris. Je dis, putain, mais t'as une petite pagaie. C'est pour ça que je te posais la question. Je me dis, putain, c'est pas des, des grosses pagaies, quoi. Après, le problème de ça, après chacun ses pagaies. Après, sur 200 mètres, les athlètes, ils ont plutôt des grosses pagaies, c'est court et tout. Après, c'est instant. Et la conjoncture qui faisait que nos athlètes, ils avaient du mal à finir les courses, ben, ils avaient tendance à réduire un peu leur pagaie pour pouvoir finir les courses. Voilà. Pour moi, tu vois, ils trichent entre guillemets un peu avec le matériel pour compenser un peu soit un manque, tu vois, d'aérobie, soit un manque, voilà. C'est exactement la réponse que j'anticipais. À Vert, donc il y a des athlètes qui te rejoignent. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience à Vert? Est-ce que c'était mieux pour toi qu'à Rennes? Mieux, je sais pas. Non, ouais, je dirais pas mieux. En tout cas, moi, c'était un autre challenge. Après, moi, il y avait aussi un projet familial entre guillemets qui me faisait qu'il fallait que je rentre chez moi, en tout cas plus près de chez moi. Et tu vois, j'avais été, moi, ma famille était dans Lyon, j'ai été à Nancy, j'étais tout seul. Après, j'étais à Rennes, j'étais tout seul. Je rentrais les week-ends, tu vois. Je rentrais le vendredi soir, je repartais le dimanche soir. Voilà, donc j'étais pas beaucoup chez moi. Donc à un moment, à Vincent là, je lui dis, ok, moi là, je continue à être entraîneur, mais par contre, je veux aller sur Vers-sur-Marne aussi, donc pour pouvoir faire les allers-retours tous les jours chez moi. Voilà. Donc le matin, je partais voilà 7h30 de chez moi, et puis le soir, je rentrais à 20h chez moi. Voilà. Mais au moins, le soir, je pouvais aller coucher ma fille, et voilà. Donc j'avais l'impression d'avoir plus une vie familiale, voilà, en étant aussi sur Vert. C'est ce que j'allais te dire. En tant qu'entraîneur, ça m'a l'air difficile de concilier vie familiale
et vie d'entraîneur? Bah, en tout cas, c'est quand tu pars, voilà, 250 jours dans l'année en stage ou en compétition, c'est sûr que c'est compliqué. Alors, moi, j'ai toujours connu ça, parce que de toute façon, même si j'étais pas en stage, j'étais pas, en tout cas, j'habitais pas là où j'entraînais. Donc, de toute façon, pour moi, j'avais l'impression d'être en stage tous mes années d'entraîneur. J'étais en stage ou en compète. Donc moi, j'ai jamais. Mais en tout cas, c'est sûr que la vie familiale, c'est compliqué en tant qu'entraîneur. Voilà, en tout cas, t'es tout le temps parti et soit, en tout cas, ta compagne, elle le comprend. Elle peut le comprendre au début, puis après, elle en a marre. Donc voilà. Mais autrement, ou soit t'es avec quelqu'un du milieu, et puis là, elle comprend bien ce que c'est, et voilà, ça va mieux, quoi. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie, c'est un choix, j'ai tout le temps fait, voilà. Et que je regrette pas, en tout cas, aujourd'hui, voilà. Là, tu parlais de stages. Est-ce qu'il y a eu des stages, par exemple, avec des équipes étrangères qui t'ont marqué? Oui, bah, qui m'ont marqué. En tout cas, moi, j'ai toujours fait des stages dès les premières années d'entraîneur. Donc là, en fait, à Nancy, on avait un partage, en tout cas, avec les équipes roumaines. Donc en fait, tout de suite, chaque année, en fait, il y avait un échange. Nous, on allait là-bas dans leur centre d'entraînement et ils venaient chez nous. Et donc pour moi, ça m'a marqué. C'était intéressant de voir une autre culture, notamment la culture roumaine. Euh, après, les stages, ce qui m'a marqué aussi, c'était et qui me paraissait vraiment intéressant et primordial, c'était un stage qu'on a fait à Tente-sur-Lot où il y avait les Néo-Z, en fait, l'année des Jeux, pour préparer les Jeux ou les mondiaux ou les Jeux, moi, je me rappelle plus. Mais en fait, donc l'équipe Néo-Z a été là, l'équipe féminine. Et donc, on a pu faire des séances en commun avec notamment Lisa Carrington, le CACAF. Et donc, ça me paraissait important, en tout cas, de faire cette confrontation-là. Et Voilà, et ça, qu'est-ce que vous êtes de différent, les Néo-Z, de ce que tu as vu? bah, différent. Différent, tu vois, il n'y a pas bien grand-chose de différent. En tout cas, juste, en fait, elles avaient déjà une leader, en tout cas une leader qui gagnait des médailles olympiques. Donc ça, en tout cas, c'était important à avoir dans un groupe. Et aussi, elles avaient la culture de la gagne. En tout cas, c'est cette bonne culture. Et je pense qu'elles nous ont aussi véhiculé à ce moment-là. En fait, c'était la dernière année que j'ai entraîné. On a fait des stages avec elle, je me rappelle maintenant. Et ça nous a permis cette année-là de faire des super résultats avec le caca de dames, avec les dames. Et parce qu'en fait, on a vu que justement, les Françaises ont vu que c'était pas des surhumaines. En fait, elles s'entraînaient comme nous, comme nous. Voilà. Voilà. C'est ça. En fait, c'est casser cette barrière de croyance, de se dire, ah non, mais les autres sont trop forts, les autres, elles s'entraînent mieux que nous. Mais non, en fait, elles s'entraînent tout comme nous. Et d'ailleurs, des fois, on faisait leurs séances, et des fois, elles faisaient les nôtres. Donc voilà, il n'y avait pas de problème. Et je pense que c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te manque pas d'entraîner? Je sens une certaine passion en toi, cette culture Ben de la moi, tu gagne. vois, Et ça te manque pas un peu? ben moi, j'entraîne toujours. En tout cas, tu vois, moi, j'ai la chance, en tout cas, tu vois, même quand j'ai arrêté d'être entraîneur pendant les 3 ans que j'ai pas passé à la Fédé, là, j'étais toujours référent de le carré et je l'entraînais toujours régulièrement au quotidien. Moi, là, je viens de passer 3 ans au conseil départemental là, de Lyon et en fait, dans mon contrat, en tout cas quand j'ai discuté avec eux mon contrat, dans mon contrat, il y avait l'entraînement de Cyril dedans. Voilà. Donc en fait, ils m'ont dégagé du temps pour que je puisse entraîner Cyril. Ok. Donc tu vois, j'ai toujours, je suis toujours resté en contact avec l'entraînement. Les filles, tu vois, les filles, je les ai entraînées pendant 10 ans, plus de 10 ans pour certaines. Donc en fait, elles sont venues ici. En tout cas, elles sont venues quelques fois ici. Il y a eu Max qui est venu ici. Et voilà. En tout cas, je suis resté au contact des athlètes. J'allais te dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, donc peut-être qu'une impression, mais que
t'es pas obligé, mais comme si par défaut, on s'entraînait obligatoirement avec l'entraîneur national qui avait été nommé et qu'il n'y avait pas ce choix de l'entraîneur. Est-ce que tu ressens ça aussi ou pas? Là, t'as Cyril donc qui a fait le choix de bosser avec toi, mais j'ai l'impression que sinon, pour beaucoup, c'est un peu le choix. La Fédé a dit que c'était tel entraîneur, donc ce serait tel entraîneur. Je pense que ça a jamais été. Non, moi, j'ai pas cette vision-là. Moi, en tout cas, tu vois, alors ceux qui veulent aller dans les pôles pour se faire entraîner par des entraîneurs nationaux, ils vont dans les pôles, il y a pas de problème. Mais ceux qui sont pas dans des pôles ou qui veulent se faire entraîner par leur entraîneur, ça a toujours été possible. Après, juste le problème de ça entre guillemets, c'est que l'entraîneur du quotidien, il viendra pas sur les compétitions internationales, il viendra pas sur les grandes échéances. Donc pour moi, c'est un peu un frein ça. Pour moi, en tout cas, tu as besoin de ton entraîneur du quotidien le jour de la compétition. En tout cas, voilà. Moi, le problème de ça d'entraîner Cyril, c'est que le jour des compètes, que ça soit n'importe où dans le monde, je l'ai au téléphone la veille, le matin, le soir, toute la journée. Et, et ça, je trouve, c'est peut-être pas optimisé. En tout cas, voilà. Est-ce que tu ne lui laisses qu'une seule pagaie dans ses bagages? C'est ça la question. Je les coupe les autres. Quand il part loin, il en emmène pas 15. Donc oui, ça lui empêche de changer des pagaies. Mais en tout cas, il trouve d'autres choses. Hein. En tout cas, il se prend la tête avec autre chose. Voilà. Mais bon, je parle de lui. Je peux te donner plein d'exemples d'autres personnes où c'est la même chose. Ouais, mais en tout cas, alors je sais pas si c'est moi qui les attirais ou tout ça. Non, je crois que c'est. En tout cas, ça peut être un trait de personnalité des bons athlètes, des meilleurs athlètes, peut-être. En tout cas, comme ça. En tout cas, revendicateur, toujours à se poser des questions. Voilà, je pense. Et je vais pas dire chiant, mais bon, entre guillemets. Non, mais là, on parle de Cyril parce que je l'ai vu justement à Marciac. On a bien discuté. On doit se faire un échange de bons procédés quand je dois venir à Auxerre. Donc, on se croisera sans doute. Et donc, j'ai vu justement ce côté un peu perfectionniste, justement de toujours chercher le petit truc. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Après, sans aller dans les extrêmes, mais oui, voilà, moi, c'est une très bonne chose. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est une très bonne chose, en tout cas, de se poser des questions, de savoir. Mais jusqu'à une certaine limite. Après, en fait, quand tu te poses trop de questions, et encore une fois, c'est comme la pagaie, c'est à l'approche des compétitions, il y a des choses qui doivent être réglées, et il y a des choses où tu dois plus te poser de questions. Et souvent, en fait, ça revient, en fait, parce qu'il y a le stress, parce que voilà, il y a l'enjeu de la course, et souvent, en tout cas, et c'est pour ça que je disais que moi, dans ma façon d'entraîner et comment j'ai évolué, aujourd'hui, je me voyais plus coach. En tout cas, moi, je suis moins là pour des repères techniques, je suis moins là pour de la physio, je suis plus là pour rassurer, pour dire ce qu'il veut entendre. En tout cas, lui redonner des mots-clés qui peuvent le faire gagner ou qui peuvent le remettre dans le chemin de la performance. Voilà. Moi, aujourd'hui, je sers à ça. Voilà, je dirais. Et est-ce que tu as des regrets, non pas sur ta carrière personnelle, mais en tant qu'entraîneur? Des choses que tu aurais voulu faire avec le recul et que tu n'as pas faites? Moi, un regret... le regret, c'est... Non, en tout cas, je dirais, moi, tout ce que j'ai fait, je pas trop de regrets. Après, moi, c'est quand j'ai arrêté, en tout cas, en 2017. En tout cas, j'ai fait Rio. Après, j'ai fait une année après avec les filles. Donc, en fait, c'était la première année vraiment. Alors, j'ai entraîné beaucoup des filles au quotidien et peu, alors à part Sarah Aguillot, j'ai jamais été référent, en tout cas, des kayak dames, du collectif kayak dames. Et donc, en 2017, donc l'année après Rio, j'ai été en tout cas référent des kayak dames. J'ai l'impression qu'il y avait un bon groupe, en tout cas un bon état d'esprit. On a fait des perfs qui avaient jamais été faites. En tout cas, elles gagnent en cas des coupes du monde, ça avait jamais été fait. Elles font 4e au championnat du monde. En tout cas, ça présageait, en tout cas, des bonnes perfs. Voilà. Et donc, mon regret entre guillemets, j'aurais bien voulu, en tout cas, continuer pour voir
ce que j'aurais pu leur apporter, voilà, pour la performance, pour leur performance. Voilà. Mais autrement, aucun regret. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu fais exactement? À part entraîner de temps en temps, conforter Cyril, qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant? De temps en temps, de temps en temps à plein temps avec Cyril. Non, moi ce que je fais aujourd'hui, donc là, j'ai eu l'opportunité d'être CTR Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, je reviens à la Fédé après 3 ans d'absence à la Fédé. Voilà, bah, pour raison personnelle. Donc là, je remercie d'ailleurs la Fédé de m'avoir donné l'opportunité d'avoir ce poste. Donc là, je suis CTR Bourgogne-Franche-Comté. Donc CTR, c'est une personne qui développe le canoë-kayak dans la région. Donc moi, c'est la Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça va. C'est multitâche. En tout cas, en ce moment, j'étais sur les lâchers d'eau dans le Morvan, c'est la formation des cadres, je suis coordonnateur, parce que nous, il y a encore un pôle espoir sur Dijon, je suis coordonnateur de ce pôle espoir, voilà, et développer les clubs pour augmenter le nombre de licenciés, voilà. Donc c'est vraiment diversifié et intéressant, et donc je suis vraiment motivé par ce poste-là. Ça fait un moment déjà que je voulais l'avoir, et donc là maintenant, c'est parfait pour moi. J'ai l'impression que tu étais encore tout le temps en déplacement alors. Alors, je suis en déplacement, mais plus dans la région maintenant, en tout cas. Donc, quand même, je pars le matin et je rentre le soir. Donc, oui, ça demande la logistique, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. En tout cas, je vois d'autres horizons et voilà. Et donc là, et je garde encore une fois un pied dans l'entraînement parce que on veut recréer une dynamique sur le pôle espoir de Dijon. Voilà. Donc, j'ai l'impression de me revoir au début, en tout cas à Nancy, voilà, au début de ma carrière d'entraîneur. Ça, c'est plutôt motivant en tout cas. Voilà. Est-ce que tu vas te reprendre au jeu? C'est la question alors. Alors là, il y aura. Et moi, je suis pas l'entraîneur, je suis le coordonnateur. Donc là, il y a une nouvelle entraîneur qui va arriver le début janvier là. Donc moi, je vais accompagner cet entraîneur dans sa formation d'entraîneur parce que c'est une jeune entraîneur et voilà, lui donner des conseils et voilà, travailler avec elle. Mais en tout cas, et puis être un peu au quotidien avec elle sur le bord du bassin. Mais voilà, en tout cas, c'est elle la mettre à bord, voilà, du pôle espoir. Super. J'arrive un peu au bout de mes questions, Nico. Est-ce que toi, il y a des sujets que tu souhaitais aborder qu'on n'a pas abordé? Bah non, là, j'ai l'impression que quand même on a déjà fait pas mal de tours de ma vie. Et estime-toi heureux entre guillemets, parce que moi quand même j'aime pas faire ça. En tout cas moi je me mets jamais en avant et j'aime pas trop en tout cas raconter voilà ce que j'ai fait, ma vie et tout ça. Donc c'est un bon exercice pour moi aussi, parce que voilà, en tout cas j'ai retracé un peu ma vie, ma carrière. Donc c'est aussi intéressant pour moi. Donc, je t'en remercie, en tout cas, pour ça. Et je remercie aussi, en tout cas, les athlètes, notamment Sarah Guyot qui a poussé, en tout cas, pour que je fasse ce podcast. Donc, voilà. Mais voilà, en tout cas, je remercie, j'en profite pour remercier, en tout cas, tous les athlètes que j'ai entraînés et tous les entraîneurs avec qui j'ai pu collaborer, qui m'ont apporté, en tout cas, beaucoup dans ma vie. Voilà. Je finis sur une anecdote avec la culture de la gagne qui m'a fait particulièrement plaisir. C'est que là, donc j'étais au stage à Marcillac et justement, quand j'étais à côté des filles, je leur disais, je tournais la tête, je disais, mais sur l'eau, je disais, mais tu veux gagner ou tu veux perdre? Et forcément, quand je disais ça, elles accéléraient. Non, mais c'est sûr. Elles accéléraient d'un coup au lieu de se dire, ah. Voilà. Et il y en a pas mal qui marchent comme ça, en tout cas. Bien sûr, mais ça ne marche que comme ça. C'est pour ça que j'ai bien aimé tout le côté émulation, groupe, la culture de la gagne. Pour moi, si tu veux performer, ça passe forcément par là. Faut te tirer vers le haut et. Ouais, voilà. Bah, pour moi, en tout cas, c'est une des logiques importantes de la performance pour moi. En tout cas. Ouais, donc c'était la phrase du stage. Tu veux gagner ou tu veux perdre. Et à la fin, je pense que t'en avais marre d'entendre cette phrase. Je l'ai souvent dit à Léa Jamelot. En tout cas, si elle écoute le podcast. Oh là là, putain, elle l'a entendu cette phrase aussi. Je l'ai souvent dit. Et elle me montrait à chaque fois que je lui disais, elle me montrait qu'elle pouvait le faire. Mais c'est sûr, quand tu le dis, elles accéléraient en tout cas. Je voyais que ça appuyait beaucoup plus. Je disais, ça accélère. Et ça accélère. Et bah super, Nico. S'il y en a qui souhaitent te contacter, est-ce que je mets un Facebook ou quelque chose?
Bah, oui, bah, tu peux mettre mon numéro de téléphone. De toute façon, j'ai l'impression que y en a beaucoup qui l'ont déjà. Voilà, y a pas de problème. Y a pas de souci. Ça Je suis roule. encore ouvert et j'ai encore des athlètes qui me contactent pour avoir en tout cas des conseils ou me demandent de venir ici pour que je les suive un peu en bateau. Donc là, je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Super. Merci encore de ton temps. C'était un plaisir. J'ai pas attendu pour rien. J'ai envie maintenant de prendre une paillette plus grosse. Reprendre une paillette plus grosse. Mais il n'y a pas de problème. Ça marche. Ça roule. Merci à tous d'avoir écouté et à bientôt. Salut. À bientôt, merci. Au revoir. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.